Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une 12e preview. La preview aujourd'hui va concerner une équipe qui n'a jamais été championne de France. Une équipe qui, cependant a déjà gagné le titre en deuxième division. Une équipe qui a au mieux fait quart de finaliste dans son histoire en Coupe de France. Une équipe qui est qualifiée pour la Ligue des Champions, une équipe qui a réalisé une saison extraordinaire. Vous l'avez deviné, on parlera aujourd'hui du Stade Brestois. Le Stade Brestois à qui on promet une saison herculéenne, une saison avec une tâche ardue qui va être de faire bonne figure en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. N'oubliez pas, c'est un élément très important, 90% des gens qui passent sur cette chaîne et qui regardent mes vidéos ne le font pas, abonnez-vous. Et après, le reste, ça ne m'appartient plus. Je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre présence ici. On va présenter un petit peu ce club qui est le club du Stade Brestois, qui a été une fois champion de France de deuxième division, quart de finaliste au mieux dans son histoire en Coupe de France, qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est la première fois dans l'histoire du club. Seulement 18 saisons en Ligue 1, je crois que c'est le club qui a le moins d'expérience en Ligue 1, mais pour le coup c'est pas celui qui a le moins de résultats. 22 joueurs pro constituent son effectif, il y a 5 étrangers, 3 internationaux, c'est l'équipe qui a le moins d'étrangers et le moins d'internationaux. Donc il va falloir valoriser un petit peu ces joueurs qui ont une certaine maturité, une certaine expérience dans cette Ligue 1, c'est l'effectif le plus âgé. Le plus court, le plus âgé. Enfin l'un des plus courts et le plus âgé. Il y en a un qui est encore un peu plus court et on n'en a pas parlé. Saison exceptionnelle la saison passée pour Brest. Ils vont évoluer au stade Francis Leblay. 15 000 places, 14 500 ont été occupées l'année dernière en moyenne. Une valeur marchande aussi pour cet effectif qui est d'environ 100 millions. Surtout depuis l'arrivée de Romain Fèvre qui a fait monter quasiment de 15 millions la valeur marchande moyenne. Et en moyenne, on est à 4,5 millions, 4 millions et demi par joueur. C'est beau. J'ai jamais corrigé cette faute, mais il faudrait que je la corrige. Hein. Le joueur, c'est sans S, là. Donc, on a une troisième place de la Ligue 1 la saison dernière. Ils sont entraînés par Eric Roy, comme je l'ai cité. C'est le coach de l'année en Ligue 1. La saison passée, moi, j'avais réalisé une preview. Cette preview, elle est disponible sur la chaîne Gaofoot. Je vous mets là les deux diapos que j'avais utilisés pour récapituler un petit peu les tops. Récapituler aussi un petit peu les attentes qu'on pouvait avoir pour la saison de Brest. Cette saison pour Brest, c'est vrai que les attentes, moi je les voyais plus en ventre mou, voire même peut-être un petit peu plus bas, et franchement ils ont réalisé une saison exceptionnelle. On savait pas qu'ils avaient ça en eux, et surtout, bon, c'est vrai que la saison dernière, on peut dire que les grosses équipes de Ligue 1, elles ont fait défaut. On a vu un très mauvais début de saison de Lyon, l'OM qui n'a pas été capable de se qualifier en Ligue des Champions, voire même en Europe. Des équipes qui sont censées être des locomotives pour la Ligue 1, qui n'ont pas fini dans le top 5. Ouais. C'est vrai que de l'autre côté, on a une équipe qui a su profiter de ses défaillances et qui a su gagner un petit peu le respect aussi de ses adversaires en les regardant droit dans les yeux, notamment grâce aussi un petit peu à son mercato, un mercato qui s'est quand même appuyé sur pas mal de choses. On a vu au rayon des arrivées Mady Camara qui est arrivé pour 2,5 millions, Bradley Loco pour 500 000 euros, il était d'abord en prêt, et ensuite il a signé, c'est après avec option d'achat, donc il a signé définitivement. Jonas Martin qui était resté libre, qui a joué 31 matchs, principalement en super sub. Il y a eu du Satriano aussi, Martin Satriano, qui était prêté par l'Inter, si je me trompe pas, qui a mis 4 buts et 4 passes décisives. Doumbia aussi, Kamori Doumbia en prêt du côté de Reims. Hein, il venait de Reims, 6 buts, 5 passes décisives, mais on va en reparler un petit peu dans les résultats. Donc beaucoup d'arrivées, 15 arrivées, mais d'arrivées utiles pour l'effectif, pas forcément pour faire des bouts de banc. C'est des joueurs qu'on pesait sur la saison. Par contre, au niveau des départs, c'est vrai qu'ils ont connu quelques départs. Hein. Jean-Kévin Duverne qui est parti du côté de Nantes, Honora qui est parti en Bundesliga, il y a Belkebla qui a quitté le club, qui était parti, je crois, en Arabie Saoudite, il avait signé en Arabie Saoudite, et là qui va revenir du côté d'Angers. Belkebla qui a été le capitaine emblématique de l'équipe, Fadiga qui est parti du côté de la Belgique, Dari en prêt aussi en Belgique, si je me trompe pas, Loïc Rémy qui a mis fin à sa carrière, je crois, en tout cas qui avait passé une saison pas concluante, donc qui est parti. Tout ça pour
une 3e place, donc meilleure performance dans l'histoire du club, une première fois en Ligue des Champions, avec un effectif qui était à la base pas prévu pour ça, mais comme on le sait, le football, il nous raconte ses histoires, et ces histoires, elles sont pas forcément celles qu'on veut se raconter à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui était bien structurée, bien construite pour aller chercher ce genre de résultats, notamment avec 17 victoires en Ligue 1, 10 nuls, 7 défaites, donc seulement 2 défaites à domicile, 5 en déplacement, 53 buts marqués, 34 buts encaissés, donc c'est quand même une des équipes qui a le mieux défendu aussi, hein. Ça participe beaucoup à sa réussite. Un Romain Del Castillo, oh, j'ai sauté une ligne, un Romain Del Castillo à 8 buts, 8 passes décisives, un Steve Mounier à 7 buts, 3 passes décisives, Madi Camara 7 buts, 5 passes décisives, donc beaucoup de joueurs qui ont participé à cet élan offensif et à cette capacité aussi à créer autour d'eux. Je vais parler de Satriano, 6 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, hein, à chaque fois que je parle. Kamori Doumbia, dont on se souviendra de sa prestation contre... je ne me souviens plus c'était contre qui, je crois que c'était contre... où il gagne 4-0, j'ai oublié le match en question, juste avant qu'il parte pour la CAN. 6 buts, 5 passes décisives en 946 minutes, ça a été un super sub utilisé comme ça. Marco Bizot, qui là, lui, a 13 clean sheets à son actif, c'est quand même pas mal, c'est quasiment un tiers des matchs sur la saison. Une bonne saison en général de l'effectif, Del Castillo, Bizot, Doumbia, qui ont réussi une belle saison. L'équipe type de la Ligue 1 pour 2 membres de cet effectif, c'est Bradley Loco et Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou qui a su marquer 4 buts la saison passée, en jouant à un poste un peu plus reculé, en prenant le jeu à son compte et surtout en orientant beaucoup les possessions de son équipe. But de l'année pour Kamori Doumbia, qui a réalisé quelque chose de très 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 intéressant. Révélation aussi de Bradley Loco, Lilian Brassier, de Kamori Doumbia, moi qui m'a vraiment beaucoup plu, notamment sur la CAN, notamment sur ses performances en fin de première partie de saison. Ça a été très 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 intéressant. On va parler un petit peu du pilote, le pilote à bord. Je vais me déplacer un petit peu, mais on le voit avec son trophée UNFP de meilleur coach de l'année pour le Stade Brestois. C'est sa 3e saison, pas forcément la complète, mais il va entamer la 3e saison durant laquelle il coach le Stade Brestois. C'est un entraîneur de 56 ans, il a passé plusieurs années à ne pas entraîner. C'est sa 2e expérience de coach principal depuis son départ de Nice en 2011. Franchement, très 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 bon coach. Moi la saison passée, pour la preview de la saison passée, je disais il a pris 1,5 point. Je pense que c'est une belle surprise. Là cette saison c'est encore mieux, c'est 1,80. Il est du niveau il a su mettre l'équipe au niveau des équipes européennes. C'est incroyable. Moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder son équipe jouer. Le peu de fois où je les ai vus. Voilà, depuis qu'il est arrivé à Brest, c'est 1,68 en moyenne. En Ligue 1, en fait, il prend 1,5 point. C'est ce qu'il faut pour être parmi les équipes qui se battent pour la course à l'Europe. C'est une équipe qui va évoluer, il va faire évoluer ses équipes, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, suivant les joueurs qui sont à sa disposition. D'ailleurs, en parlant de joueurs à sa disposition, on va tout de suite regarder le mercato. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Quelles sont les arrivées? Ils ont signé définitivement Julien Le Cardinal, qui était prêté au club. Jordan Amavi aussi, qui a signé suite à sa rupture de contrat avec l'OM. Romain Fèvre qui est arrivé hier en prêt, parce qu'il est en situation un petit peu d'échec du côté de l'Angleterre. Ludovic Ayork aussi à Jork, pardon, qui est arrivé en prêt aussi du côté de la Bundesliga, un des meilleurs buteurs de cette Ligue 1 encore en activité, top 8, avec seulement, il faut les mettre, hein, mais 46 buts. C'est vrai que cette Ligue 1, moi je trouve, c'est un peu le défaut qu'elle va avoir cette saison, c'est que ça manque d'expérience sur les postes offensifs. Il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément eu des niveaux de performance incroyables. Mais Ludovic sera capable, je pense, moi c'était un profil que j'aimais beaucoup du temps où il était à Strasbourg, sera capable de produire et de faire de belles choses, je pense, avec cette équipe brestoise. Ils vont récupérer aussi Achraf Dari, un des joueurs qu'on avait vu un petit peu aussi à la Coupe du Monde, qui était parti en prêt du côté de la Belgique, et après c'est des départs, hein. C'est plutôt des joueurs qui sont repartis, donc on va le voir, hein. Mais on voit
Arconte qui est parti du côté de Pau, Steve Mounier qui est parti libre, Adrien Lebeau, pareil, libre. Il y a Lilian Brassier qui est parti en prêt avec option d'achat du côté de l'OM. Ça va être une grosse perte pour cette équipe, mais je pense qu'ils vont trouver des solutions pour le remplacer. On voit aussi le départ de Satriano, le départ de Doumbia. En fait, ils perdent beaucoup de profondeur en fait avec ces départs-là. C'est un peu la question qui se pose, c'est comment construire un effectif intéressant quand on voit tout ça. Et pour y répondre, on va tout simplement analyser un petit peu cet effectif. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je vais regarder par position déjà. Comme ça, on va refaire le détail de la diapositive précédente. Par position, déjà, vous avez 3 gardiens. C'est plutôt utile quand on sait qu'on joue la Coupe d'Europe. Je pense que, on sait tout ce qui sera le gardien titulaire. Il y a Couder aussi qui a joué quelques matchs de championnat et de Coupe de France. Donc, il y a une hiérarchie assez claire au poste de gardien, on sait comment ça va avancer. Brendan Chardonnay qui va être associé, je pense, à soit Abdoulaye Ndiaye, soit Achraf Dari. Julien Le Cardinal qui est assez polyvalent et avec la blessure en pré-saison les ruptures du tendon d'Achille en pré-saison de Bradley Loco, ça va donner du temps de jeu à pourquoi pas Jordan Amavi ou Kenny Lala sur ce poste d'arrière gauche. C'était pas forcément comme ça qu'il s'attendait à démarrer la saison, mais voilà, on va voir. J'ai pas vu sa fiche, son profil à Luc Zobé, mais je pense que il va avoir plus de temps de jeu que prévu. On va voir, hein, mais plus de temps de jeu que prévu. C'est un joueur qui a pas énormément d'expérience, mais qui va devoir se mettre à niveau, notamment si Kenny Lala est utilisé de l'autre côté. Pierre Lesmelou, voilà, on le voit, hein, c'est un des métronomes de cette équipe, qui va être suppléé par Jonas Martin, Mady Camara qui a eu beaucoup de temps de jeu la saison passée et qui a été très intéressant avec Hugo Magnetti. Je pense que les deux seront associés, si ce n'est avec Romain Fèvre. Ça dépend du dispositif qui va être choisi aussi pour piloter cette équipe. Moi je pense que, vu le profil de l'attaquant, ça peut être une équipe qui va être soit avec un 10, soit avec un attaquant pivot qui va aspirer concentrer le jeu dans l'axe, mais permettre aux ailiers de s'écarter. Sachant qu'il y a quand même des ailiers qui sont assez expérimentés. On voit Le Doiron, Pereira Lage et Del Castillo, c'est des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 et qui savent y faire. En termes d'expérience, hein, on parlait de ça. Moi je pense que cette équipe elle est faite pour miser sur... et je vais me déplacer un tout petit peu, cette équipe elle est faite pour miser sur l'expérience, elle est faite pour miser sur la continuité aussi d'un groupe qui a su travailler avec le temps sur cette cohésion. C'est un groupe de taille modeste quand même, hein. Il y a que 22 joueurs pour l'instant. Il y a des rumeurs, hein, pour les arrivées, j'ai vu aussi quelques rumeurs, notamment Étienne Capou, qui pourrait être là pour la profondeur. Bon, Étienne Capou, il est assez âgé, donc je pense que c'est un joueur qui va être là aussi pour son expérience et sa connaissance du plus haut niveau. Il a quand même évolué dans beaucoup d'équipes qui ont réussi. Et Montassar Talbi du côté de Lorient, je pense que ça va être indispensable pour affronter toutes ces compétitions. C'est-à-dire que il y a la Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions, sachant que les grosses équipes du championnat, elles se sont renforcées. Voilà, donc je pense que cette équipe-là de Brest, elle s'est pas forcément renforcée cette saison, parce qu'elle a perdu beaucoup de joueurs qualitatifs, mais on va dire qu'elle a pas trop perdu en qualité non plus, parce qu'elle est partie récupérer un Ludovic Ajorc qui est capable de marquer 46 buts, qui était à mes yeux un meilleur attaquant, un meilleur finisseur que Steve Mounier qu'ils avaient auparavant. Par contre, ils ont perdu de la profondeur en laissant partir notamment un Kamori Doumbia, en laissant partir un Satriano. C'est-à-dire que les blessures, ça va être un vrai problème pour cette équipe. On le voit avec Bradley Loco, il n'y a pas de doublure du même niveau, donc là, il va falloir être vraiment fort et vraiment solidaire. Je vais parler du calendrier maintenant, le calendrier pour la phase aller, en sachant que il y a eu une préparation qui est, à mes yeux, décevante mais ambitieuse, parce que ils sont allés... Pourquoi je vous dis ambitieuse? Parce qu'ils sont allés chercher des clubs d'un niveau européen. Ils sont allés chercher Newcastle, la Juve et Naples dans cette pré-saison. Donc sur ces 6 matchs, il y a une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Notamment contre Laval et Naples et Newcastle. Bon là, on est un peu plus
un peu plus dans les cordes, hein. Je vais pas vous mentir que, oui, Naples, tu perds 1-0 contre Naples en préparation, c'est pas choquant. 1-0 contre Newcastle à Newcastle, c'est pas choquant. Donc c'est en se déplaçant là-bas. Donc c'est vrai que c'est quand même pour travailler. Moi je trouve ça décevant parce que des clubs comme Lorient, comme Laval, tu ne les as pas battus. Tu n'as pas affirmé sur le territoire national que tu étais meilleur que ces équipes-là, en tout cas durant ta préparation, ce qui est assez problématique. Par contre, il y a eu un très bon nul contre la Juve en fin de préparation. C'est ce qui me fait dire que voilà, c'était vraiment peut-être aussi l'histoire de se remettre en jambes et plus cette problématique-là qui a été soulevée par ces mauvais résultats en préparation. On le voit, le calendrier est assez ambitieux, il est assez difficile. On commence cet après-midi là dans quelques heures contre Marseille, avec un gros match sur cette première journée. C'est l'affiche de la première journée. Ensuite, il y a un déplacement qui va être à Lens, donc 2 équipes européennes pour commencer la saison. La réception d'un promu Saint-Etienne. Derrière, il y a Paris. C'est juste avant la reprise de la Champions League, si je me trompe pas. Toulouse. Et on voit la première partie, le premier quart, il est plutôt rempli là déjà d'équipes européennes où il faut être prêt tout de suite. C'est pour ça qu'on a une grosse pré-saison. Et on le voit après, c'est des équipes un petit peu plus modestes, hein, et sur la fin de première partie de championnat, on le voit, ça va être du Lyon. Mais si on regarde de l'autre côté, Saint-Etienne, Lyon, Stade Rennais, pardon. Il y a le PSG pour la dernière journée de Ligue des Champions là. Celle-ci, elle sera le 29 janvier. Derrière, tu vas affronter le PSG. T'enchaînes, ça va être assez compliqué. Et le calendrier, bon, il est pas là pour faciliter les équipes, mais il se termine avec Lille et Nice. Donc peut-être une course à l'Europe avec Lille et Nice en toute fin de saison. Il va falloir assurer aussi du côté de Lens et de Marseille. On le voit, hein, c'est 2 blocs. Voilà, les clubs européens, ils vont pas forcément avoir une grosse densité sur cette zone-là du calendrier, hein. Ça va pas forcément être, ils vont pas s'affronter beaucoup entre février et avril, mais par contre le mois de mai, ça va être un mois de mai des costaud, hein, costaud. Moi, je vais vous donner mon prono là maintenant, c'est l'heure de ça. Je pense que c'est une équipe qui a perdu en profondeur et qui va avoir 3 compétitions à gérer. 3 compétitions à gérer avec une profondeur qui est un peu perdu, avec 19 buts offensifs qui ont quitté l'équipe. Donc un seul avant-centre. Je pense que ça va être assez compliqué pour Brest de reproduire la même saison, notamment parce que ce besoin de rotation où l'entraîneur la saison passée était l'un de ceux qui laissait le moins souvent son 11 sans poser un petit changement. Je sais pas s'ils peuvent s'appuyer sur la formation pour faire sortir des têtes un petit peu de sous le tapis, mais franchement ça me paraît un peu compliqué. Quand tu perds Steve Mounier qui a mis 7 buts, quand tu perds Satriano qui en a mis 6, quand tu perds Kamori Doumbia aussi qui a participé, qui en a mis un petit peu, quand a mis pareil 6. Ah, c'est compliqué, mais je pense que ils sont capables d'aller accrocher une 7ème place. Moi, je les vois 7ème de mon classement. 7ème place, pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est dans la continuité un petit peu de ce qu'ils ont fait. Une équipe qui va jouer une compétition européenne après avoir fait une très très belle saison, je pense qu'elle régresse un petit peu. Elle régresse un petit peu sur le classement. C'est un peu ce qu'on s'était dit aussi au sujet de Monaco. Je pense que voilà, une équipe qui connaît pas la Coupe d'Europe, qui découvre, qui va avoir aussi à gérer les départs, les velléités de départ, la charge dans le calendrier aussi, hein, les déplacements, ce genre de choses. Il va falloir aussi se mettre à niveau, et je pense que le Stade brestois il va avoir un petit peu cette difficulté, sans pour autant décrocher et être une équipe qui est plus du tout intéressante. Je pense que la première partie de saison elle va être un petit peu compliquée, surtout le début de saison, mais ensuite ça va reprendre un petit peu son cours. La Ligue des Champions ça va prendre un petit peu des forces, mais sans non plus les tuer, les venir à bout de leurs ambitions. Donc pour moi la 7ème place c'est une belle place. Donc on récapitule avec le classement. Je vais disparaître comme à mon habitude pendant quelques instants. On a Angers à la 18ème place. On a Saint-Etienne à la 16ème place. On a aussi Auxerre qui est à la 15ème place. Le Havre que j'ai classé 14ème.
Le Racing Club de Strasbourg, 12e. Stade de Reims, 10e. On a l'OGC Nice à la 9e place. Lens, 8e. Le Stade Brestois, 7e. 5e, on a Monaco. 4e, on a Lille, le LOSC. Et enfin, premier et champion à mon humble avis, le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, peut-être que Brest sera capable, en fonction des différentes situations qui se présentent, de retrouver l'Europe l'année prochaine. À voir, suivant les performances aussi de l'équipe. En tout cas, moi, je vais vous remercier. Je vais remercier Alex aussi pour son aide dans la création de ces diapositives. Et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et commenter la vidéo. C'est aussi ça qui amène de l'engagement dans tout ce qu'on fait. Je vous remercie, je vous fais des bisous. À très vite, ciao ciao.